Bon, bah, écoutez, je vous propose maintenant de passer à l'hommage rendu à Jacques Blamont, ancien directeur scientifique et technique du CNES et qui est un des membres fondateurs de l'Académie. C'est Marie-Lise Chanin et Roger Maurice Bonnet qui rendront cet hommage. Alors, je passe la parole à Marie-Lise Chanin. Bonjour. Roger Maurice Bonnet et moi-même, nous sommes des anciens élèves de Blamont au début de sa carrière et nous avons souhaité l'un et l'autre lui rendre hommage aujourd'hui. Ayant mené des carrières très différentes, moi dans la recherche scientifique, que j'étais au CNRS, et Roger dans la haute administration européenne, nous évoquerons successivement aujourd'hui deux aspects complémentaires de son activité. Jacques Blamont fut un des pères de la recherche spatiale. Il est mort le lundi 13 avril 2020 dans sa 94e année. Il était resté très actif jusqu'à la fin de ses jours, gardant intacte toute son intelligence et son infaillible mémoire. Il se trouve que j'allais le voir régulièrement à ces moments-là. J'étais ébloui par la qualité de son discours et la capacité qu'il avait encore d'écrire superbement bien. Next. Jacques fut l'élève d'Alfred Kassler et nous le voyons ici le jour de sa thèse entre ses maîtres, entre Alfred Kassler et Jean Brossel en 1956. Il fut élu professeur à la faculté des sciences de Paris en 1957 et en 1958, il fonde le premier laboratoire français de l'espace, le service d'aéronomie, dont j'ai eu l'honneur de faire partie, et il en restera directeur jusqu'en 1985. Chargé par Jean Coulon, André Danjon et Alfred Kassler de la contribution française à l'année géophysique internationale qui s'est tenue entre 1957 et 1959, il organise une campagne de tir basée sur l'utilisation des fusées Véronique AGI qui avaient été mises en réserve pour l'année géophysique internationale. La première a eu lieu en mars 1959 à Amaguir et fut un très grand succès qui lui permit de proposer aux administratifs et au général de Gaulle la création d'une agence spatiale française, le Centre national d'études spatiales, le CNES, créé en 1961. Il en fut le premier directeur scientifique et technique et jusqu'à la fin de sa vie, haut conseiller scientifique auprès du président et conseiller des directeurs successifs, dont le premier fut le général Aubinière, qu'il avait connu à Colomb-Béchard. On lui doit ainsi la mise au point des premiers satellites français et le choix de Kourou en Guyane comme base européenne de lancement de fusées. Next. Avec sa toute jeune équipe et chercheurs et d'ingénieurs au service d'aéronomie en mars 1959, lors du premier tir de la fusée Véronique AGI, et utilisant l'interaction de la lumière avec les atomes de sodium émis par la fusée, il met en évidence la turbopause. Nous voyons ici, sur cette photo, qui représente le nuage de sodium émis le 10 mars 1959, des parties floconneuses qui représentent la turbulence dans la haute atmosphère à 90 km. Il s'agit de la limite supérieure de la turbulence qui est due au déferlement des ondes de gravité dans la haute atmosphère. Lors de ce même tir, il réalise les premières mesures de vent. Vous voyez ici les cisaillements créés par le vent qui ont permis par stéréophotogrammétrie d'obtenir les profils de vent entre 100 et 200 km grâce à ces nuages de sodium. Les années suivantes, on a pu également faire la mesure de la température de la haute atmosphère par ces fusées et elles ont été complétées d'ailleurs par des tirs de fusées Javelin qui montaient, elles, jusqu'à 400 km à Wallops Island, sur l'égide de la NASA. Ayant invité l'équipe de Raymar Luss, qui était directeur du Max Planck Institute for Extraterrestrial Physics à Garching, il participe aux études de l'interaction de l'atmosphère avec le vent solaire. Et il poursuit l'interaction de l'avion, de l'atmosphère avec le vent solaire, et il crée ensuite deux nouvelles technologies avec lesquelles nous avons beaucoup étudié l'atmosphère. Les ballons, d'une part, grands ballons stratosphériques montant jusqu'à 40 km, avec lesquels de nombreuses mesures étaient faites de l'ozone et des constituants stratosphériques.
Et les années suivantes, dans les années, fin des années 60, le LIDAR, c'est-à-dire l'interaction du laser avec l'atmosphère, qui à la fois était une évocation de sa période chez Kessler et une nouveauté avec laquelle le laboratoire est devenu un leader mondial pour les mesures de température, d'ozone et de constituants stratosphériques. Je passe la parole maintenant à Roger Boris Bonnet. Roger est là et donc il suffit de lui donner la parole. Ben oui, on lui donne la parole. Vous m'entendez? Vous m'entendez? Oui. Voilà. Merci Marie-Lise. L'estime réciproque que se portaient Blamont et Ramerlus les voit se rencontrer régulièrement au sein du Launch Program Advisory Committee de l'ESRO, l'ancêtre de l'ESA, et conseiller le directeur général dans le choix des futures missions de l'embryonnaire Europe spatiale, puis à l'ESA, dont Lust fut le directeur général de 1984 à 1988. Avec les satellites Hobosat de la NASA en 1968, lancé en 1968, et D2A, Tournesol, satellite du CNES, lancé en 1971, il étudie la géocouronne, cette partie la plus extérieure de l'atmosphère de la Terre, composée d'atomes d'hydrogène éclairés par le Soleil en ultraviolet grâce au rayonnement Lyman alpha, seulement observable depuis l'espace. En 1958, il est chargé par André Danjon d'élaborer avec son collègue Jean-Claude Pecker, mort le 20 février 2020, le premier programme scientifique français d'astronomie spatiale que Georges Courtès et moi-même furent chargés de mettre en œuvre et qui contribuera à placer la communauté astronomique de notre pays au premier rang du rang mondial, en particulier dans les domaines spectraux, ultraviolets et infrarouges de la cosmologie, de l'exploration planétaire et de l'étude du Soleil. Il verra participer au plus haut niveau scientifique aux grandes missions internationales de l'ESA, de la NASA et de l'URSS. Une de ses réussites remarquables est d'avoir pu, en pleine guerre froide, collaborer à la fois avec les Américains et les Soviétiques sans aucun conflit. Toute sa vie, il entretiendra d'excellentes relations avec ces deux pays. Il fut professeur invité au Jet Propulsion Laboratory de la NASA et collaborateur permanent du Centre spatial soviétique, puis russe, Liki, dirigé par Roald Sagdayev. Il fut aussi titulaire d'une chaire Einstein de l'Académie des sciences de Chine. Next. Côté NASA, sur la mission Pionnier Vénus, lancée en 1978, destinée à l'étude in situ de l'atmosphère de la planète, des expérimenteurs principaux pour l'instrument de néphélométrie. Il contribue également à l'extraordinaire mission des sondes Voyager. En tant que co-expérimentateur du spectrographe ultraviolet, la première mission, la première composante du programme Voyager, Voyager 1, a quitté en août 2012 l'héliosphère et progresse désormais dans le milieu interstellaire de notre galaxie. Blamont reste ainsi à ce jour le premier Français à franchir la frontière entre notre système solaire et la galaxie. Sur la mission Clémentine de la NASA, qui produit la première cartographie digitale de la Lune en 1994, il convainc la NASA que la pièce maîtresse de la sonde, le compresseur d'images, soit fournie par le CNES. Avec les Soviétiques, Jacques Blamont s'est attaché aux missions planétaires et a participé depuis 1972 à la plupart d'entre elles, en particulier à l'exploration de Mars et de ses lunes, dont Phobos en 1988. Mais une des implications les plus originales de son génie est probablement celle qui permit en juin 1985 de faire évoluer un ballon dans l'atmosphère de Vénus, à bord de la mission soviétique internationale Vega, d'exploration combinée de Vénus et de la comète de Halley en 1985-1986. Cette opération fut un succès historique que Blamont présente en détail dans son livre « Vénus dévoilée », édité par Odile Jacob en 1987. En fournissant le système de compression d'images, Jacques Blamont a joué un rôle important dans la mission du département de la Défense des États-Unis pour l'obtention de la première cartographie numérique complète de la Lune à partir de la sonde lunaire Clémentine 1994. Next, please.
Nous ne pouvons pas, dans notre hommage adressé à ce grand homme, ne pas évoquer d'autres facettes de sa personnalité, et notamment le professeur, l'humaniste, et ses inquiétudes sur le sort de la planète Terre, l'écrivain et le peintre. Je passe maintenant la parole à Marie Leciana, qui va nous décrire ses promesses. Effectivement, nous avons tenu à évoquer l'homme très complexe qu'était Blamont, avec ses phases, son côté humaniste qu'il a beaucoup développé, surtout dans la deuxième moitié de sa carrière. Il avait l'optimisme de croire au rôle que pouvait jouer l'éducation pour améliorer les conditions de vie et pour corriger le développement productiviste de nos sociétés. À ce point, il est important de rappeler que dès 1964, il développe des relations avec l'Inde et contribue à la création en 1969 du programme spatial indien avec le docteur Vikram Sarabhai, premier président de l'ISRO. Next. On le voit sur cette photo à Kanyakumari, au sud de l'Inde, au Kerala, montrer au professeur Sarabhai l'explication de la mesure de la température à partir des nuages de sodium. Il est en train de montrer l'instrument qui a été l'objet de ma thèse d'ailleurs. Mais ça a été un événement mémorable. Donc il joue un rôle très, très important dans le développement des programmes d'éducation par diffusion satellitaire en Inde. Et c'est sans doute pour cette raison qu'en 2015, les insignes du Padma Shri, qui est l'ordre civil indien le plus élevé, lui ont été remis à New Delhi par le président de la République indienne. Décoration qui s'ajoute à toutes celles qui ont été remises par les différents autres pays, y compris la France, évidemment. Mentionnons à ce point le combat qu'il a mené en Haïti pour recréer l'université et reconstruire l'école primaire après le tremblement de terre de 2010, et ses efforts en Guyane pour implanter une université et une maison pour la science destinée aux enseignants. Dans cette même perspective, il s'est intéressé aux évolutions du numérique comme vecteur sociétal, comme il l'explique dans son livre Réseau le pari de l'intelligence collective, édité aux éditions du CNRS en 2018. Il a suscité la création de la plateforme Fédération du CNES, qui utilise la créativité des jeunes hackers et makers dans les Fab Labs, qui réaliseront des éléments de satellite qui seront lancés en piggyback, peut-être pour construire une station sur la Lune. Jacques Blamont était avant tout un universitaire. Next. Il a enseigné la physique qui, pendant toute sa carrière, l'a passionné. Il a fourni le sujet et dirigé personnellement les travaux de thèse d'environ 80 étudiants, dont nous deux ici, Roger et moi, sommes des élèves, sommes des exemples. Sans oublier la thèse de François Rodier, qui fut la première, sur un travail expérimental très important, utilisant la résonance optique d'un jet de strontium placé dans un champ magnétique variable. Rodier réalisait un spectromètre de très haute résolution dont il se servit pour étudier le Soleil, comme on ne l'avait jamais fait auparavant. Il fut ainsi le premier à mettre en évidence le décalage vers le rouge du spectre solaire prévu par la théorie de la relativité. On voit ici, sur cette photo, le groupe de Blamont, le premier groupe, le lendemain du premier tir de Colomb-Béchard, et on y voit sur la droite ses 5 premiers élèves. Sur la gauche, on reconnaît Blamont, Cohen-Danuji, qui font partie évidemment de la base de notre première équipe. Dans son sillage, une communauté scientifique de chercheurs spatiaux a été formée. Ces étudiants et élèves sont devenus plus tard les cadres de la recherche française et internationale. Certains, dont je fais partie, ont poursuivi leur recherche au sein de son laboratoire et ont poursuivi une carrière universitaire, sont pour la plupart d'ailleurs membres de votre académie. D'autres ont essaimé, soit pour faire leur thèse avec Jean-Claude Pecker, soit pour rejoindre les grands organismes spatiaux et organisations. Je citerai Philippe Delage, qui est le plus à droite de cette photo, directeur de l'Observatoire de Nice, son voisin Pierre Léna, père du VLT au Chili, académicien, cofondateur avec Georges Charpak de La Main à la pâte et fondateur récemment de l'Office for Climate Education. Roger Maurice Bonnet, qui malheureusement n'était pas dans ses premiers tirs, qui fut directeur du programme scientifique de l'ESA, puis directeur exécutif de l'ICI. Jean-Marie Luton, successivement directeur d'Ariane Espace, puis du CNES, puis de l'ESA.
Charles Bigot, directeur d'Ariane Espace, et Gérard Mégy, directeur de l'Institut Pierre-Simon Laplace des sciences de l'environnement, académicien et président du CNRS de 2000 à 2004, année où il nous a quittés. Mais, next one. Mais convaincu que l'humanité courait à sa perte, l'enthousiasme pour la recherche a laissé place à l'inquiétude et au pessimisme exprimé dans son livre Introduction au siècle des menaces, dont vous voyez ici la couverture. Comme vous voyez, malheureusement, elle évoque des souvenirs très présents. Il pensait que 4 redoutables menaces pesaient sur le XXIe siècle. Les conflits armés, l'épuisement des ressources de la planète, le réchauffement climatique et l'expansion des académies. Le XXIe siècle sera l'ère des épidémies, prédiction qui prend son sens aujourd'hui. Son livre, coécrit avec le théologien Jacques Arnoux, Lève-toi et marche, proposition pour l'avenir de l'humanité, chez Odile Jacob en 2009, puis une adresse au pape François, lui laissait espérer un relais des forces spirituelles du monde pour amplifier ses messages d'alerte. Peu de personnes ont eu des passions aussi multiples. Jacques Blamont avait le goût et le don pour la littérature et une véritable passion pour l'écriture, qu'il a cultivée jusqu'à la fin de sa vie. Encore à quelques jours de sa mort, il a écrit 2 livres qui ne sont pas encore publiés. Je mentionnerai parmi les livres les plus importants Le chiffre et le songe, une histoire politique de la découverte des Mésopotamiens jusqu'à nos jours, ouvrage qu'il a publié chez Odile Jacob en 1993 et où il décrit l'émergence du développement de la science. Et un ouvrage de souvenirs, L'action sœur du rêve, souvenirs de voyage, publié en 2012. J'y ajoute très volontiers un ouvrage très intime, Jacques-Émile Blamont, Ma vie, mes proches et mes paysages, en 2 volumes, que j'ai eu le plaisir d'éditer chez Blurb. Il avait aussi un jardin secret, la peinture. Il laisse une série de tableaux ignorés de la plupart de ses collègues. Next. En concluant cet hommage, j'aimerais rappeler que Blamont a été membre fondateur de l'Académie. On le voit ici recevoir un prix en 1983 ou en 2013. Je crois que c'est plutôt en 1983. C'est l'album de la création de l'Académie. Ah oui, bien sûr. Merci de votre attention. Merci Marie Chalin et Maurice Bonnet pour cet hommage très impressionnant. Je vous demande de marquer un moment de silence en mémoire de Jacques Blamont. Merci.